Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 12 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir, le 25 janvier, consistait en la troisième épreuve du patron de la maison. On allait donc découvrir l'identité du dit patron de la maison et donc un peu la direction que la semaine allait prendre au niveau stratégie, au niveau personnel et tout ça. Donc c'était l'épisode qui allait mettre le ton pour les prochains épisodes à venir. On va tout de suite commencer directement dans la vidéo avec l'épreuve du patron de la maison, qui est la continuation de l'épisode de hier soir directement. Donc, on a vu la première partie, la première moitié de l'épreuve du patron de la maison dans l'épisode d'élimination de dimanche, et là, on voit la deuxième moitié. Au départ, j'étais pas trop sûr d'aimer la formule, mais considérant le format que prend l'émission lorsqu'on le considère sur une semaine, et qu'il y a 4 épisodes de seulement 20 minutes pour faire digérer toute la stratégie de la semaine ou presque, finalement, je me rends compte que le fait de séparer la compétition du patron de la maison en deux, couvrant une partie de l'épisode de dimanche et une partie de l'épisode du lundi, est finalement pas une mauvaise idée. C'est sûr que niveau rythme, ça fait un peu déconnecté, mais c'est que sinon, on aurait un petit peu comme on avait vu lors de la première de la saison, puis une compétition qui prenait beaucoup trop de temps par rapport au reste de l'épisode. Donc le fait qu'il sépare ça en deux fait en sorte que, au final, surtout l'épisode du lundi en souffre beaucoup moins, parce que si on avait, on va dire, 10-15 minutes de compétition, au final, sur les 20 minutes qu'on a d'émission, qu'on ne considère pas les publicités, ça ferait vraiment pas beaucoup de contenu varié. Et donc, la formule qu'ils ont actuellement, je trouve qu'elle est quand même pas pire. Et pour la compétition en soi, et comme on avait pu voir au dernier épisode, c'était pas mal une course entre deux candidats, soit Kim et Claude. Et l'épisode d'aujourd'hui n'a pas changé vraiment cette perception-là. On n'a pas vraiment vu que d'autres candidats étaient si menaçants. On a vu Lisandre, on a vu Richardson qui avait quand même des stratégies qui fonctionnaient pas pire, mais il était pas au point de rattraper Kim et Claude qui semblaient vraiment avoir deux bonnes techniques. On voyait Kim qui essayait vraiment, qui allait vraiment avec la pure endurance, la pure vitesse. Elle allait à 4 pattes puis elle arrêtait pas, c'était vraiment une machine. Puis t'avais Claude qui, lui, semblait plus utiliser une stratégie qu'on dirait quasiment, comme lui-même il dit, on dirait quasiment qu'il faisait du skateboard. Puis j'ai trouvé ça quand même vraiment brillant. Le fait de tenir ses bras aussi loin de lui faisait en sorte que l'eau allait pas tomber sur sa piste et donc allait pas rendre sa tâche plus compliquée. Puis il me semblait être vraiment très constant pendant tout le long de l'épreuve. Et donc c'était vraiment, je pense, une très bonne stratégie. Et c'est aussi une stratégie qui lui a permis de remporter l'épreuve du patron de la maison de cette semaine. Donc Claude Bégin est le nouveau patron de la maison pour la semaine 3 de Big Brother Célébrité Québec. Cette victoire-là de la part de Claude fait en sorte que, encore une fois, l'alliance des 8 semble être au pouvoir cette semaine. C'est sûr qu'on voit des fractions dans cette alliance-là depuis les derniers épisodes, mais ça reste quand même un membre de cette alliance-là qui est dans une situation de pouvoir, et on peut voir notamment les 3 filles de l'alliance Condiment, donc Kim, Lisandre et Camille, être relativement contents de cette nouvelle-là. Ça fait en sorte que, ils vont probablement être en sécurité toute la semaine, sont extrêmement proches de Claude. On voit justement certains candidats qui pensent que François pourrait être en danger, considérant que c'est lui qui a nominé Claude à la semaine 1. Donc ça pourrait être une piste que les nominations pourraient prendre cette semaine, et je suis sûr que beaucoup de gens seraient bien heureux de ça. Donc après la compétition du veto, on voit tout le monde évidemment féliciter Claude. Je pense que c'est quand même un gars sympathique qui a quand même les faveurs de beaucoup de gens dans la maison, donc le monde sont contents pour lui, puis je pense qu'il lui est content de pouvoir finalement voir sa famille en termes de photos, puis peut-être pouvoir passer un appel avec sa famille. Suite à ça, on voit un confessionnal de la part de Richardson qui explique selon lui qu'il y a une potentielle alliance de 7 de l'autre côté de la maison, qui inclurait dans le fond tous ceux qu'on connaît, sauf, je pense que c'est Emmanuel qui ne met pas dans ce groupe-là si je me trompe pas. Et c'est quand même un bon œil de la part de Rich. C'est pour quelqu'un qui, justement, est pas trop impliqué on le voit pas trop impliqué dans les discussions vraiment stratégiques, on le voit pas trop impliqué dans les jeux d'alliance et tout ça. Ce qui me surprend avec le fait que Richardson soit pas tant impliqué dans la game, c'est qu'il me semble avoir pourtant une bonne compréhension des dynamiques dans la maison. Fait il me semble qu'il pourrait être un bon allié. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas le cas. Et pourquoi personne n'a vraiment tenté de se l'accaparer, entre guillemets. Il mentionne aussi que, il est pas vraiment proche ni loin de Claude, il est assez neutre face à tout ça, il va essayer de lui amener le petit déjeuner au lit pour s'acheter des faveurs, mais honnêtement, je pense pas que Rich est tant un joueur dangereux pour l'instant pour tout le monde, donc ça pourrait peut-être lui permettre de passer sous le radar cette semaine. On verra. On voit les 3 pénis survivants, donc Maxime, Varda et Jean-François,
discuter un petit peu des contre-coups de l'élimination de Laurence, donc une de leurs membres. Jean-François, et qui est Rita Baga, avance que Richardson lui aurait dit que c'était pas mal l'idée de François Lambert de pousser Emmanuel à nominer Laurence cette semaine. Ben, la semaine passée, en fait. Et donc, ça fait juste augmenter le sentiment de trahison qu'ont les Penney face à François. Je pense qu'ils se sentent vraiment manipulés, qu'ils ont fait confiance à une personne qui aurait jamais dû. Je pense que le fait que le monde commence sérieusement à se rendre compte que François est extrêmement dangereux et manipulateur pourrait se retourner contre lui. Il a joué très très agressivement dans les dernières semaines. C'est correct, mais d'un point de vue strictement stratégique, est-ce que c'est la meilleure chose pour lui s'il veut se rendre loin? Généralement, ça peut être le type de joueur qui fait peur aux gens parce que, tu sais, il a beau être ton allié pour le moment, mais s'il est prêt à mettre des couteaux dans le dos de ceux qui pensaient être ses alliés, ben pourquoi il le ferait pas à toi? Donc, ça pourrait être une raison pourquoi les gens voudraient le nominer. Mais bref, les Penney, justement, essaient de trouver comment se sortir de leur situation et on les voit calculer les chiffres dans la maison et, considérant leur nombre de 3, ils se disent, écoute, si on est capable de se ramener Rich puis de se ramener Emmanuel et que Marie-Chantal se fait éliminer cette semaine, on va reparler plus de ça plus tard, et que si Marie-Chantal, mettons, est la cible cette semaine et se fait éliminer, ben, les chiffres vont commencer un petit peu plus à se rééquilibrer et donc ça serait un combat plus égal pour les Penney. C'est pas fou, je pense que Richardson pourrait aller rejoindre les Penney, je pense que il y a plus d'affinité avec eux. En tout cas, ce qui me semble d'un point de vue stratégique, on le voit plus souvent converser avec eux qu'avec les membres de l'Alliance des 8. Par contre, Emmanuel, ça, je suis un petit peu plus incertain. Je pense, admettons, qu'il y aurait probablement une meilleure chance avec Kim, qui a déjà considéré le faire dans le passé, qu'avec Emmanuel, qui me semble beaucoup plus proche, admettons, de François et de Jean-Thomas, qui sont évidemment de l'autre bord de la maison. Et ils ont peut-être la capacité de persuasion pour le faire. S'ils réussissent, tant mieux pour eux. Mais j'ai des doutes que ce plan-là pourrait être vraiment fonctionnel. On voit un moment assez touchant suite à ça, Claude pouvoir passer un appel avec un membre de sa famille et, à la surprise de probablement personne qui a vu ses confessionnals à date, ben il appelle son fils. Et j'ai vraiment trouvé ce petit segment-là cute. Je pense que Claude semble avoir une très belle relation avec son fils. C'est comme on l'a vu démontrer le plus d'émotions dans ce segment-là que dans toute la saison combinée à date. Ça fait du bien de voir un côté un peu plus humain de Claude. C'est une force tranquille comme certains des candidats le décrivaient. Mais, comme je disais, à la télé, c'est pas le genre de personnage, c'est pas le genre de joueur qui est tant passionnant à regarder. Mais là, le fait d'avoir ce petit brin d'émotion de sa part, ça le rapproche d'un être humain normal qui a des émotions. Le fait qu'on ait ce contact émotionnel maintenant avec lui parce qu'on l'a vu ressentir des émotions, contrairement à tous les autres épisodes avant, ben ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus sympathique. Le fait qu'il ait cette relation avec son fils qui est tant importante pour lui, ben pour nous, ça nous explique une de ses motivations d'essayer de gagner. Et donc, ça va rendre ses justifications en tant que personnage beaucoup plus importantes par la suite. Donc, moi, je trouve que c'est une scène, justement, qui fait du bien, qui fait chaud au cœur. C'est le fun de voir de l'amour de temps en temps. Et je suis content que Claude ait eu l'opportunité d'avoir cette discussion-là avec son fils. Par la suite, on voit une conversation entre Claude et François. C'est là qu'on apprend que, de la bouche de François lui-même, en fait, que c'est lui qui a annoncé à Kim qu'il allait pas voter pour sauver Laurence la semaine passée. Et on comprend maintenant pourquoi Kim était si ébranlée lors de son vote. C'est que justement, elle a su très dernière minute que finalement le plan tombait à l'eau. Mais vu qu'elle avait donné sa parole au Penney, en ayant en pensant que François aussi allait voter pour la sauver et donc que le plan allait fonctionner, mais le fait de savoir ça à la dernière seconde, ben, elle savait par défaut qu'elle allait être dans une position fâcheuse, peu importe la décision qu'elle prenait. Soit qu'elle se mettait les Penney à dos, soit qu'elle se mettait l'Alliance des 8 à dos, puis qu'elle allait se faire lancer en dessous du boss par un côté ou l'autre. Le fait d'apprendre ça maintenant rend sa réaction au dernier épisode encore plus justifiée, encore plus crédible. Fait qu'au final, peu importe le choix qu'elle faisait, c'était pas le bon. Après ça, on voit une conversation entre Kim et Varda, et je dois mentionner que ça fait bizarre de voir Kim et Varda avoir une conversation tranquille, une avec l'autre, quand il y a même pas 24 heures. On aurait dit que Varda allait assassiner Kim et Kim allait genre péter une coche si Varda lui donnait un char de marde comme elle a si bien dit. Les voir avoir une conversation très casual, très amicale ensemble,
me laisse croire que finalement la poussière est retombée puis qu'ils ont pu s'expliquer par rapport à ce qui s'était passé lors du vote de Laurence et qui ont peut-être justement fait la paix si on veut. Et donc cette conversation-là amène un point qui est quand même intéressant et dont ma mère, donc bonjour maman, je sais que tu regardes les vidéos, donc ma mère avait abordé quand on en parlait, juste avant que je vienne d'enregistrer ça, c'est que c'est la 3e fois qu'un homme est nominé au pouvoir, c'est la 2e fois de suite, donc avec le vote de Laurence la semaine passée, dans l'épisode d'hier, qu'une femme se fait éliminer. Et donc ma mère craignait que ce soit ça, puis que ce soit une stratégie volontaire et que toutes les filles se fassent éliminer et que ça soit une domination des gars. Et sur le coup, quand elle m'avait avancé ça, j'étais comme ça se peut, ça se pourrait, mais j'étais pas trop sûr. Mais j'avoue que plus comme en écoutant l'épisode après, puis en prenant mes notes et tout ça, je me suis rendu compte que c'est quand même vrai que veut pas, on dirait que les gars profitent du fait que les filles ont soit des conflits interpersonnels ou se mettent dans des positions des fois qui sont plus fâcheuses pour justifier stratégiquement de les mettre en nomination pour les éliminer. Et donc, on voit un peu la frustration de Kim et Varda face à cette situation-là. Et ils vont, on voit qu'ils essaient de peut-être pousser pour que dans la suite, pour la suite des choses, ce soit des hommes qui soient plus mis en danger et qui donc vont partir par la porte. Mais ce qui est particulier par contre, c'est que dans la même conversation, probablement la respiration d'après, on les voit dire que c'est Marie-Chantal qui pourrait être solidement en danger cette semaine et pourrait se faire éliminer. Et on les voit être complètement d'accord avec ce fait-là. Sur le coup, j'étais quand même surpris, parce que pourquoi dans la même phrase tu dis que tu veux pas que les femmes partent, mais après ça, t'es comme « Ah ouais, c'est correct, une femme va partir ». Et on va apprendre justement pourquoi la cible pourrait être Marie-Chantal cette semaine, et ça a amené un des moments les plus inconfortables personnellement de la saison à date. Et c'est justement le conflit qui semble naître et prendre de l'ampleur entre Varda et Marie-Chantal. Ce qui est particulier avec cette histoire-là, c'est que Varda et Marie-Chantal sont amies de longue date. Et donc, c'est surprenant de les voir autant être dans une situation de frustration et de colère et être fâchés l'une après l'autre et s'insulter et tout ça. On voit que Varda a traité Marie-Chantal de connasse et on apprend par la suite que Marie-Chantal a rétorqué une série d'insultes à la direction de Varda. C'est une situation très inconfortable et on voit que les deux côtés sentent comme s'ils avaient dépassé les bornes. On voit Varda mentionner à Kim justement que sa frustration était trop grande puis elle a pas été capable de se retenir puis elle a insulté Marie-Chantal. Pas que c'était pas mérité selon elle, mais elle aurait quand même peut-être pas dû aller jusque-là. On apprend que c'est ça, Marie-Chantal, qui était quand même intoxiquée sous l'alcool, a aussi eu des propos assez mesquins envers Varda. Puis que ça aussi, ça a dégénéré de ce côté-là. Et notamment que ça a eu attrait avec la question de santé mentale de Varda. Considérant le background de bipolarité de Varda, c'est touché. C'est pas un sujet avec lequel je suis extrêmement à l'aise. C'est dommage que malheureusement ça se soit rendu à ce point-là. Autant que Big Brother est un jeu et que c'est une émission de divertissement, considérant que c'est des humains, ben les humains des fois peuvent dire des conneries, peuvent avoir des propos déplacés, peuvent être insensibles, et c'est la triste réalité dans le fond qui frappe cette semaine. Ben oui, des fois le monde va être méchant, le monde va se pogner, puis le monde va dépasser les bornes. Puis là, malheureusement, pour Varda et Marie-Chantal, ben cette situation-là semble se retourner vraiment contre elle. Par elle, je parle les deux. Parce que ce qu'on apprend par la suite, c'est que les nominations cette semaine risquent d'aller dans la direction de Marie-Chantal et Varda parce que la situation semble vraiment avoir dépassé les bornes. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est qu'on voit une scène justement qui se passait entre Marie-Chantal et Laurence, donc avant que Laurence se fasse éliminer. Et Marie-Chantal expliquait déjà vouloir s'excuser auprès de Varda et qu'elle essayait de justement réparer les pots cassés, mais que Varda voulait rien savoir. Donc, c'est une situation qui dure depuis plus longtemps que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça s'était produit après l'élimination de Laurence, mais non, ça date d'avant ça. Ça crée un climat très tendu dans la maison, cette espèce de lutte, cette guerre froide entre les deux qui s'est créée. Ce que ça fait, c'est que, on voit que François essaye de pousser justement pour qu'au moins une des deux se fasse éliminer. On voit que c'est un petit peu comme le consensus de l'Alliance des 8 que ça risque d'être ça les nominations, donc que ça serait Varda et Marie-Chantal qui seraient nominées une contre l'autre pour s'assurer qu'une des deux parte cette semaine. Et c'est un petit peu ça qu'on voit Claude mentionner justement dans une conversation dans la chambre du patron avec François. C'est que à cause du climat toxique dans la maison,
ben ça serait une bonne justification de les mettre sur le bloc cette semaine. Et donc, tu sais, ça serait vraiment un combat de celle qui veut le plus se sauver va se sauver. Parce que, comme on voit par la suite dans une autre conversation que Claude a avec Kevin, la raison pourquoi ils veulent nominer les deux d'un coup, c'est que peu importe qui remporte le veto des deux, si elle le remporte, mais l'autre va obligatoirement rester sur le bloc. Et donc, ils vont pouvoir la sortir. C'est dommage que ce conflit-là, qui est interpersonnel, ait des répercussions sur le jeu, mais c'est un peu ça aussi la nature de Big Brother, c'est que vu que les gens vont toujours chercher une raison de nominer les autres, et si un conflit personnel peut être une raison pour nominer quelqu'un, ben il y a des gens qui vont s'en servir. Et autant que c'est frustrant, autant que j'étais personnellement frustré de voir les réactions de François, de même Kevin qui m'a un peu déçu quand il se moquait un peu du fait que justement il voulait comme voir le conflit péter entre Varda et Marie-Chantal parce que ça ferait comme entre guillemets un bon show. Je trouve que c'est un peu dépassé les bornes. Je trouvais que c'était un petit peu malaisant, inconfortable. Autant que l'épisode d'hier, je souhaitais du drama, je souhaite pas du drama comme ça. Je souhaite pas du drama qui est basé autour des personnalités ou des problèmes ou des choses qui blessent réellement les gens. Que t'haïsses quelqu'un parce qu'il t'a trahi dans le jeu puis que ça reste à cause du jeu, fair game. Mais c'est sûr que là, quand ça vient toucher des sujets plus personnels, c'est là que j'ai un petit peu plus de misère. Stratégiquement, c'est fair game, mais c'est dommage un peu. Puis c'est dommage surtout pour les filles parce que ben, c'est pas une situation le fun déjà de se pogner avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mais en plus que ça soit utilisé contre toi dans le contexte du jeu, ça rend ça encore plus touché. Et j'espère que ça va pas être un point de décrochage pour beaucoup. C'est ça, c'est toute une situation et j'espère qu'elle va pouvoir se régler avec le moins de répercussions négatives possible. Et donc la dernière scène de l'épisode de ce soir consistait en la fameuse boîte mystère. Ça me rappelle un peu des fois les petites compétitions qu'on voit dans les autres saisons de Big Brother comme aux États-Unis ou au Canada où les joueurs vont compétitionner pour un pouvoir spécial. On sait pas encore c'est quoi le contenu de la boîte, ils l'ont pas révélé lors de l'épisode de ce soir, mais selon moi, ça va être probablement quelque chose qui va pouvoir avoir une influence sur le jeu. Donc ça va probablement être un pouvoir spécial, peut-être que ça va être que quelqu'un va pouvoir enlever comme un deuxième veto si on veut. Et donc si ça serait le cas, ça pourrait avoir vraiment un gros impact sur les nominations et sur le gameplay cette semaine. Et donc je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qui est dans la boîte. Dans le fond, pour avoir accès au contenu de la boîte, il faut que les joueurs soient capables de répondre à une énigme le plus rapidement possible. Et pour de vrai, j'ai pas regardé l'énigme extrêmement souvent, mais moi je pensais que la réponse était 14, donc quand j'ai vu Kim se garrocher dans le confessionnal et me dire 14, ben j'étais sûr qu'elle l'avait. Mais non, c'est pas ça la bonne réponse. On a vu plusieurs autres joueurs essayer, donc on a vu Kevin, on a vu Jean-Thomas, on a vu Maxime, on a vu Marie-Chantal tenter des réponses et toutes étaient erronées. Et vu qu'ils ont juste une chance, ben ils peuvent pas réessayer de avoir le contenu de la boîte. Et c'est un petit peu là-dessus que l'épisode se termine. On sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on sait toujours pas qui va remporter son contenu. Et ça nous laisse un peu en suspens pour l'épisode de demain. Et ouais, c'est ce qui va pas mal conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez écouter ces vidéos en format audio, on l'a sous forme de podcast. Tous les liens sont dans la description. Et donc sur ça, passez une très belle soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir.